Bonjour aux auditeurs et auditrices de UCAD-FM 94.7 Dakar, émettant de l'université Cheikh Anta Diop. Nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir Yves Habibou, fils d'un des tirailleurs sénégalais, mot générique, rassemblés au camp de Thiaroye, et dont certains ont été massacrés, c'est devenu un terme consacré. Et lui, son père a été condamné suite au procès qui a eu lieu après ces événements du 1er décembre 1944. Est-ce que vous pouvez revenir sur, peut-être pas ce procès, mais d'abord votre lien avec ces événements-là? Alors, mon lien avec ces événements remonte aux années 1957-1962. Voilà, j'identifie ce créneau de temps et je pense que c'est dans cette période que mon père m'a raconté ce qui s'était passé au départ de la Bretagne et à Thiaroye. Voilà, il m'a raconté. Dans mon souvenir, il ne l'a fait qu'une fois. Et j'avais donc entre 5 et 10 ans. Et c'est le lien que j'ai avec ce qu'on a appelé les événements, la tragédie, et aujourd'hui le massacre de Thiaroye. C'était un lien qui, je reviendrai certainement là-dessus, une information, un récit que j'ai reçu et dont je n'ai pas su faire quelque chose avec à l'époque. J'ai dû passer au moins 30 ou 40 ans à inconsciemment éviter de me rappeler ce récit. Voilà. Comment s'appelait votre père? Mon père s'appelait Antoine Habibou. Voilà. Et il était venu, du Togo. Alors, c'est très intéressant cette question. Effectivement, dans certains documents de l'armée française, on précise bien qu'il est né à Porto Seguro. C'est bien au Togo, ça s'appelle aujourd'hui Agbodrafo, c'est le village de ma grand-mère, où on a une maison familiale. Mais dans d'autres documents, il serait né à Porto Novo, au Dahomey, ça s'appelait le Dahomey à l'époque, voilà. Voilà. On a plusieurs hypothèses sur ces deux origines. Une hypothèse que j'ai, c'est aux historiens de vérifier si c'était quelque chose de systémique. L'armée française n'avait pas le droit de mobiliser les soldats togolais contre l'Allemagne. Voilà. Et je crois avoir compris qu'il y avait une pratique qui consistait à les mobiliser, plutôt les faire venir au Dahomey pour pouvoir les mobiliser. Parce que le Togo a été une colonie allemande. C'était une colonie allemande que l'Allemagne a perdue après la guerre de 14. Et je pense qu'il y avait un mandat de protectorat ou quelque chose comme ça. Là je laisse les historiens préciser la question. Voilà. Et qu'est-ce qu'il vous a raconté, votre père, dans ces Alors, années? Pas mal de choses. Notamment avant le départ. Bon, je ne savais pas que c'était à Morlaix. Je n'avais pas cette information-là. Quelque chose qui a été très peu repris et que je souhaite partager avec vos auditeurs. Mon père m'a dit on ne voulait pas partir sur les bateaux affrétés par la France parce qu'on avait entendu dire qu'ils étaient en mauvaise santé, ces bateaux, en mauvais état, et que certains bateaux n'arrivaient pas à Dakar. Et il m'a dit, dans mon souvenir, on est allé voir les Américains et on a négocié avec eux. Donc j'ai gardé effectivement ce récit. C'était quelque chose de l'ordre. Mon père fait partie des gens qui sont debout et qui n'acceptent pas n'importe quoi, etc. Et Madame Mabon a fait le travail. Armel Mabon, historien. Armel Mabon, historien, a fait le travail, que certains n'ont pas encore lu apparemment. Mais elle a trouvé le bateau sur lequel ils sont partis. Elle est allée à Londres. Elle a trouvé au minimum la liste des gens qui étaient sur ce bateau. Je ne sais pas s'il y avait les noms, mais en tout cas il y avait le nombre. Il est parti sur un bateau anglais, le Circassia. Voilà. Donc ça, anglais, américain, je ne sais pas quel était le lien entre les deux. Est-ce que c'est des liens d'uniforme? Est-ce que c'est voilà. Moi, dans mon souvenir, c'était les Américains. Alors il m'a dit voilà. Donc ça c'est la première chose. Et après, dans ma mémoire, ça saute immédiatement à Thiaroye. Où
où là, il m'a expliqué qu'effectivement, on a refusé de leur donner leur solde, qu'on leur a tiré dessus. Donc, c'est vraiment des souvenirs fragmentaires. Hein. Ayez bien en tête que c'était il y a plus de 60 ans. Et qu'on leur a tiré dessus, voilà. Qu'il a été condamné. On l'a accusé d'avoir, dans mon souvenir, hein, avoir pris part à ce qu'on a appelé à l'époque la rébellion armée. Et je dois reconnaître que je n'avais pas réfléchi à cette appellation. J'avais retenu rébellion et j'en étais plutôt fier, quoi. Et j'avais pas fait attention aux mots qui étaient accolés à côté. C'est beaucoup plus tard que j'ai compris que ce mot avait une grande signification sémantique et juridique. Parce qu'une rébellion armée, c'est un concept du droit militaire, et ça signifie militaires en armes retournent leur arme contre la hiérarchie. Voilà. Et ça permet beaucoup de choses. Ça permet de juger les gens en interne avec un tribunal spécial des forces armées. Voilà, ça permet de garder les choses en interne, et on a vu aussi que politiquement, ça a permis de justifier le massacre, car l'armée, on comprend bien que l'armée française ne pouvait pas accepter qu'on leur tire dessus, quoi. Voilà. C'est un sujet j'espère qu'on pourra revenir dessus. Voilà. Vous disiez tout à l'heure que vous ne saviez pas ce que vous pouviez faire de ce que votre papa vous a raconté. Oui. Comment êtes-vous passé de cette situation au fait maintenant de vous y intéresser et de raconter l'histoire, de rechercher des choses, de rechercher la vérité? Je vais vous répondre par un détour. Hier, j'étais avec Maïté Renan Diallo, qui est la fille de Doudou Diallo, qui était un compagnon de mon père, un compagnon de la force française de l'intérieur. Et nous savons qu'ils étaient proches, puisque elle m'a transmis, il y a quelques années, un courrier de ma mère et de mon père qui souhaitaient la bonne année à ses parents. Donc on sait qu'ils sont restés jusque dans les années 60 en lien, et ça confirme bien qu'ils étaient très proches. Elle et moi, on a passé 40 ans de notre vie à éviter de penser à cette affaire. Mais personnellement, sans m'en rendre compte. Je m'en suis rendu compte. Comment je suis revenu sur cette histoire? Eh bien, c'est un peu l'histoire qui m'a rattrapé, quoi. Il y a eu un certain nombre d'événements où on a parlé de ça, et d'un seul coup, une petite fenêtre s'est ouverte sur mes souvenirs. Et je me suis vraiment rendu compte de la souffrance et de la difficulté que j'avais avec ce récit. C'était en 2013. Je participais à un colloque sur le massacre avec Monsieur Ibrahim Atioub, qui a été longtemps recteur de l'université et qui va intervenir prochainement dans le colloque. On participait et j'ai commencé je crois que c'est la première fois que je racontais en public ce que j'avais reçu, et une émotion absolument incroyable m'a pris. Je pense que j'ai mis plusieurs minutes à m'en remettre avant de pouvoir continuer mes phrases, quoi. Et à chaque fois que je l'évoque, c'est pareil. Et c'est dans ce genre de moments que je me rends compte que ce récit était insupportable et que je comprends pourquoi je n'en ai rien fait pendant 40 ans. Alors, si aujourd'hui je suis là, c'est pas de ma propre volonté. Pour moi, c'est un fardeau. Si je suis là, c'est parce que des gens ont fait leur travail. Des journalistes ont enquêté là-dessus. Des historiens, il n'y en a pas 50. De mémoire, il y a 2 historiens qui ont vraiment travaillé là-dessus. C'est Madame Armelle Mabon et Monsieur Martin Moore, qui sont venus me voir. Je ne sais pas combien d'enfants de tirailleurs ont reçu le récit, mais je ne pense pas qu'on soit nombreux. Aujourd'hui, je suis probablement le seul. Aucun historien africain n'est venu me voir pour me poser des questions comme vous le faites. C'est important de le dire, parce que s'il y a eu un refus de la France de dire la vérité, il y a peut-être eu aussi, du côté des historiens africains au sens large, un manque de volonté de faire la vérité. Peut-être parce qu'ils se disaient que ça ne les regardait pas, c'était une histoire française.
comme source, j'ai donc le récit de mon père, et beaucoup plus tard, au décès de mon père et de ma mère, on a regardé les archives familiales. Il y avait des lettres, il y avait des documents. Et mon père avait gardé pas mal de choses. Voilà. Des lettres de mon oncle, Jules Haï, qu'on retrouve dans les livres des deux auteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Des lettres de mon grand-père, Jean Habibou. Et ensuite, dans mon propre petit travail personnel de recherche de documents, je me suis aperçu que ça a été un choc dans toute l'Afrique en 1944. On ne peut pas dire que ça ne les concernait pas, ça a concerné l'Afrique. Ça a concerné l'Afrique, et dans toute l'Afrique occidentale, on a exigé la libération. Les prisonniers dits de Thiès et de Gorée. Je vais revenir sur ces deux choses, parce que ça fait aussi partie des choses que mon père m'a raconté, que je n'ai pas pu actuellement vérifier. Il m'a dit on était prisonniers à Gorée. Alors, par rapport à cette information, c'est à peu près la seule que je n'ai pas pu vérifier. Par rapport aux archives, je suis allé aux archives militaires, pénales, qui se trouvent au Blanc, à côté de Poitiers, où il y a les dossiers des militaires depuis plusieurs siècles. Il y avait le dossier de mon père, il y avait ses carnets, il y avait toutes les preuves, comme quoi il était dans la résistance, comme quoi, etc. Preuve que bien sûr, dans les attendus des réquisitions et de sa condamnation, on ne fait absolument aucune allusion. On le traite de menteur, de collaborateur et les Allemands, alors que s'il lisait juste son dossier, moi je l'ai lu 70 ans après, je vois bien qui il était, quoi. Il y a quelques années, mes cousins du Togo, on a une famille qui s'étale du Bénin en passant par le Togo jusqu'au Ghana, m'ont dit que mon oncle, un oncle qui s'appelle Jean Habib, c'est le même nom que ma famille, était marine dans l'armée anglaise en 1944. Et que c'est grâce à lui qu'au Bénin et au Togo, on a su que mon père était emprisonné, car le hasard a voulu que, un jour qu'avec un collègue marine, il se promenait, et je n'imagine pas que c'était à Thiès, je pense que ça devait forcément être à Dakar ou à Gorée, je ne pense pas que les marines se promenaient à Thiès. Ils ont entendu quelqu'un les interpeller en évé. L'évé, c'est une langue vernaculaire de la côte. Et il se trouve que c'était mon père qui les guettait depuis plusieurs jours, car il les avait entendus parler dans sa langue. Ils se sont présentés. Et le hasard a fait qu'ils se sont aperçus qu'ils étaient cousins. Ça, personne n'en a jamais parlé. Et mon père a demandé à ce qu'on prévienne sa famille. S'il n'y avait pas eu cette rencontre fortuite, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. Car dans mon souvenir aussi, il m'a dit, quand on m'a libéré, il était temps. On était une dizaine là où nous étions, et j'étais un des derniers. Ils étaient en train de mourir. Donc, quand vous dites les gens ne se sont pas préoccupés du sujet parce que peut-être ils pensaient que ça ne les concernait pas, je peux vous dire qu'en 1944, ça concernait toute l'Afrique occidentale. Et quand on lit les documents de M. Dagnan et son argumentaire, lui, il avait parfaitement compris qu'il fallait mater ces tirailleurs, car c'était un danger pour l'Empire, quoi. Dagnan, c'est l'officier qui a fait 2 rapports sur ce qui s'est passé. Le général Dagnan, oui, c'est celui qui était le plus haut gradé. Un des plus hauts gradés. Ouais. Il y avait des autorités civiles au-dessus. Voilà. Et maintenant que vous êtes, disons, mobilisé dans cette recherche de la vérité, dans ce combat pour la justice, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que aujourd'hui vous voulez? Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Alors, je suis un métis. Ma mère est donc une Française d'origine de l'Est de la France, et mon père, un Africain d'origine togo-béninoise. Voilà. Et donc, je ne vais pas participer à cette facilité de vouloir opposer l'Afrique et la France. Et si je parle, donc c'est en tant que témoin, avec toute ma subjectivité, mais aussi en tant que citoyen. En tant que témoin, fils de quelqu'un qui a subi un énorme préjudice, vous comprenez que je demande, comme
tous les descendants de victimes, que la vérité soit dite. C'est une banalité. Que mon père soit réhabilité, même si, effectivement, je pense qu'il faisait partie des gens qui, debout, ont réclamé que justice soit faite, qu'on leur donne leur solde. Je pense qu'il a dû avoir un rôle actif. Je suis absolument persuadé qu'il n'a jamais tiré sur l'armée française. J'en profite d'ailleurs pour dire que j'ai lu les procès-verbaux de nettoyage du camp. Et dans les procès-verbaux, il n'y a aucune trace d'armes qui auraient été utilisées contre l'armée française. Ils ont trouvé un vieux mousquet de 1870 et quelques dagues allemandes dont ils disent que c'était des trophées de guerre. Donc il a été accusé à tort, il a été emprisonné, condamné à 10 ans, il a été libéré au bout de 2 ans. Donc je demande que ça soit... Puisqu'on maintenant on est bien d'accord sur le fait que c'était un massacre et non pas une répression, que je vais probablement retourner en cour de cassation. J'y suis allé en 2013, où j'ai constaté avec surprise que la plus haute juridiction de l'État français balayait d'un revers de main tous les éléments qu'on leur amenait. Pour eux, il y avait... Donc là, j'ai compris vraiment qu'il y avait une solidarité entre les tenants du pouvoir dans les années... Donc il y a 10 ans, et les coloniaux. Je voudrais qu'on passe personnellement, en tant que citoyen, et là je passe à un autre niveau de discussion, c'est plus une question personnelle, je pense qu'il faut qu'on a, en tant que citoyen français, j'ai besoin que cette page de l'histoire soit tournée, et pour qu'elle le soit, il faut que les choses soient dites, que la vérité soit établie. J'ai besoin qu'on finisse la décolonisation. Donc je me pose la question, quand je regarde l'état de l'Afrique, je me dis, est-ce qu'elle a jamais eu lieu? Voilà. Et je pense que si ce travail, si à la suite de la déclaration de M. Macron, un vrai travail est fait de coopération entre les historiens africains au sens large et la France, ça sera une bonne piste. Si la justice est faite, j'étais en début de semaine avec des confrères avec de vos confrères Arte et France 2, j'étais à Thiès avec des tirailleurs qui ont participé aux guerres coloniales, Algérie, Indochine. Et c'était une vraie souffrance de les entendre réclamer leur dû. Et là encore, je me dis, ah mais c'est comme en 1944, je veux dire, on maltraite ces gens qui étaient forces armées de la France coloniale, on les maltraite encore aujourd'hui comme en 1944. Moi, j'aimerais qu'on tourne une page de ça. L'élément au-delà des demandes financières, de soins, de cannes, voilà, qu'ils ont indiqué, l'élément le plus choquant qu'a pu prononcer un des tirailleurs de 90 ans qui était là, c'est qu'on exige encore aujourd'hui, pour lui payer sa pension, qu'il se déplace au consulat de Dakar et qu'on le prenne en photo avec un journal du jour comme un prisonnier ou comme un malfrat pour prouver son existence. La France ne considère pas qu'un certificat donné par le maire de son village suffirait à prouver son existence. Il faut qu'on en arrête avec ça, avec ce mépris, ce rapport de domination. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Et je me dis qu'aujourd'hui, quand on voit l'ambiance en France, quand on voit la montée de la xénophobie et du racisme, quand on voit la colère et la souffrance des jeunes dans les banlieues, ce serait vraiment bien pour notre pays qu'on fasse la vérité sur ces événements qui ont eu lieu il y a 80 années, qu'on dise notre désaccord aujourd'hui avec ce qui s'est passé, voilà, et qu'on travaille sur ce que moi je considère comme les urgences du temps présent, qui ne sont pas des urgences, qui ne méritent pas de mobiliser autant d'énergie sur des événements anciens. On est quand même dans une grave crise démocratique en France, et en Europe et dans le monde. On est dans une crise écologique majeure. Tous nos systèmes politiques et organisationnels sont en train de s'effondrer, et on passe toute notre énergie à essayer de dire des choses que tout le monde connaît qui sont passées il y a 80 années. Donc ce que j'attends, moi, c'est qu'on nous libère de ces affaires-là, qu'on règle ça, qu'on mette tous les dossiers sur la table, et qu'ensemble, l'Afrique et l'Europe, on travaille aux urgences qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors, on est le 30 novembre, demain 1er décembre, ça va être 80 ans, jour pour jour, ce massacre a été perpétré. Mais depuis 3 mois, le Sénégal a mis en place un comité d'organisation avec des scientifiques, des universitaires, des artistes, pour marquer cet événement-là. Justement,
vous parliez de la manifestation de la vérité, entre autres. Quel doit être pour vous l'objectif ou quels doivent être les objectifs de ces commémorations? J'observais avec attention ce qui allait se passer. Et je dois reconnaître que la position digne du gouvernement sénégalais sur cette question m'a donné un peu d'espoir sur la suite des événements. Donc aujourd'hui, les gens sont mobilisés sur ces événements. C'est très bien. Journalistes, historiens, j'ai bien noté aussi le volet culturel, je pense que c'est absolument important. Et les artistes, eux, n'ont pas attendu la manifestation de la vérité pour la crier, à travers des œuvres picturales, à travers des chants, à travers toutes sortes de films, etc. Et c'est vraiment important. Je pense qu'il y a du matériau scientifique, il y en a, et moi j'invite vraiment les historiens africains et sénégalais à travailler avec leurs homologues du monde entier, qui ont déjà rassemblé énormément de... Voilà, je les invite à partager la documentation et les ressources. C'est très difficile pour un doctorant sénégalais, j'imagine, ou togolais, de faire ses recherches. C'est très coûteux. Déjà, quand on est en France, c'est très coûteux d'accéder à toutes ces archives qui sont dispersées à droite et à gauche. Or, ces archives, on les connaît, elles sont disponibles. Il faudrait, j'imagine que s'il y avait un endroit où tous les gens qui ont envie de chercher, qui travaillent là-dessus, puissent aller chercher les documents facilement. J'étais encore hier aux archives nationales. Il n'y a pas grand-chose. C'est encore très compliqué. Voilà. Elles ne sont pas numérisées. Il faut lire des documents. Enfin, il y a un gros travail, comme dans ce studio, qui est techniquement, je pense, à jour. Je pense qu'il y a un gros travail à faire pour doter les services documentaires d'outils qui permettent de travailler, de partager la connaissance. Voilà. Au niveau historique, voilà ce que j'ai envie de dire, quoi. Coopération avec tous les gens qui depuis des années travaillent et eux ont sous le coude énormément de matière. C'est pas la peine de réinventer la poudre et d'aller rechercher ce qui a déjà été trouvé, quoi. Voilà. Et travailler sur tous les manques. Par exemple, en 2015, avec mes enfants, on est allé aidé par Ibrahim Atioub et sa collègue directrice des archives nationales, on a cherché les documents sur les prisons de Tiarogne et de Thiès sur la période qui nous intéresse. Toute la période était manquante. Je pense qu'à chaque fois qu'il manque quelque chose, il faut qu'on cherche là. C'est ça qui nous manque. Je ne sais pas si c'est très important pour la grande histoire de savoir où mon père était emprisonné. En tout cas, personnellement, s'il a été à Gorée, avec la symbolique de Gorée, je pense que moi, ça me soulagerait de savoir que cet élément-là dont il m'a parlé est aussi vérifié. Personne s'est jamais préoccupé de ça. Alors il y a d'autres questions sur lesquelles j'aurais aimé attirer l'attention des gens qui cherchent la vérité. À cette période-là, il y avait des armées étrangères, entre guillemets, à Dakar. On a parlé des Américains. Moi, par mes cousins, je sais qu'il y avait les Anglais. Voilà. Quel était l'impact de la présence de ces Anglais sur la mascarade et sur le camouflage de ce massacre en soi-disant rébellion armée? Voilà une question sur laquelle je souhaiterais que des chercheurs travaillent. Quelle était l'attitude du général de Gaulle? Mon père était admiratif pour de Gaulle. Quand je me promenais dans les années 70 en Afrique, je voyais des anciens tirailleurs avec des boubous avec Charles de Gaulle dessus. C'était quelqu'un de vénéré. Or, il a connu ce massacre. Il n'en a rien fait. Il a couvert ce crime. Il a couvert le crime de généraux qui étaient opposés à sa mission et voilà, à la France libre, qui était restée pétiniste. Il faudrait creuser ces aspects géostratégiques. Voilà au moins deux aspects sur lesquels je pense qu'il faudrait travailler. Il y avait des soldes à verser. Le ministère de la Guerre a dit verser les soldes. Ils avaient de l'argent, ils avaient des pécules. Où est passé l'argent? Je pense que ça sera encore une piste à travailler. Je pense que rien que récupérer cet argent, et le donner à ceux à qui on le doit, ça suffirait peut-être à solder financièrement la question.
Donc il y a encore comme ça un certain nombre de questions qui restent en plan, qui n'ont pas été traitées. Et alors, une autre question plus délicate. Comment ça se fait qu'il y a si peu de recherches en Afrique sur ce sujet? Qu'est-ce qui a empêché les historiens de travailler là-dessus? C'est une piste à explorer. Oui. Oui, c'est une piste à explorer. Moi, je suis disponible en France depuis au moins une vingtaine d'années pour partager mon récit. Je pense qu'il y a 20 ans, il y avait encore beaucoup plus de gens qui auraient pu témoigner. Voilà. Qu'est-ce qui a empêché les historiens, alors qu'on sait que cet événement a été un traumatisme, et l'est encore. J'ai été vraiment frappé de voir comment, dans ce pays, on est touché par cette affaire aujourd'hui. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu plus de recherche là-dessus? Voilà, qu'il y ait une espèce de réflexion critique sur le comportement des Africains eux-mêmes. Voilà. Quels étaient le rôle des messieurs Senghor et Lamine Gueye? Je sais qu'ils sont vénérés au Sénégal. Ceci étant dit, si vous accédez à la plaidoirie de monsieur Lamine Gueye, vous verrez qu'elle est assez péjorative par rapport à... Voilà. Ça dit des choses... Quand j'ai lu ça, j'ai été vraiment choqué. Mon père n'était pas un analphabète, c'était quelqu'un qui était lettré, c'est quelqu'un qui était cultivé, qui m'a laissé comme héritage une malle de livres. Mais si vous lisez la plaidoirie de M. Lamine Gueye, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, ayez pitié de ces gens, ils savent pas trop, ils sont pas cultivés, etc. Je l'ai déjà dit en 2015 sur une radio, et ça n'a pas du tout plu. Mais ce serait intéressant de regarder comment nos élites africaines ont coopéré avec le pouvoir colonial. Senghor, premier président de la République du Sénégal, Lamine Gueye, avocat, et premier président de l'Assemblée nationale du Sénégal de 60 à 68. Nous sommes sur UCAD-FM 94.7 et cet entretien avec Yves Abibou, fils d'un des tirailleurs présents lors du massacre de Thiaroye en 1944, condamné à 10 ans, emprisonné pendant 2 ans. Cet entretien se déroule en présence de Florian Bobin. Florian est historien et membre aussi du comité de préparation et de commémoration de ces événements-là. Florian peut intervenir à tout moment quand il sent qu'il peut relancer M. Abibou là-dessus. Une question encore dernière peut-être sur ce point des commémorations. On est aujourd'hui au Sénégal en train de faire ces commémorations-là. Est-ce que de l'autre côté, en France, il y a des recherches d'historiens en France? Ce n'est pas la même chose ici, on ne s'y intéresse pas encore beaucoup à votre avis, et c'est une réalité aussi. Mais dans la commémoration aussi, il y a de l'autre côté des choses qui peuvent être faites. Quel est le regard qu'on a et comment est-ce qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas du tout? Pourquoi? Alors on en parle. J'ai participé il y a quelques années à une émission de France 2 qui s'appelait Des larmes et du sang sur la décolonisation. Où, à côté de Madame Mabon, à côté de Soro Solo, qui était un journaliste ivoirien, spécialiste de musique en Afrique, et que je connais, on a parlé, et d'autres, à côté de Monsieur Diallo Diop, qui était l'ancien secrétaire général du PASTEF, etc. On a parlé de ça. En ce moment, il y a quelques jours, il y a un certain nombre de députés qui ont demandé est-ce qu'une commission d'enquête soit constituée pour travailler là-dessus. Il n'est jamais trop tard. L'intérêt de la commission d'enquête, c'est le fait que les gens doivent se prononcer sous serment et que ça a une certaine valeur juridique, quoi. Et donc, notamment, si on interroge les militaires et leur façon d'empêcher, et les technocrates, la façon d'empêcher l'accès à certains documents. Madame Roquet-Affa le précisait encore au moment de la conférence de presse que certains documents n'étaient toujours pas accessibles ou classés secret d'État, ce qui est une plaisanterie 80 années après. Donc il y a eu une commission d'enquête donc je n'ai pas les résultats de cette demande. Il y a des associations en France qui ont organisé des manifestations autour de Thiaroye 44 dans toute la France actuellement, donc des associations qui sont dont une est présidée par un Sénégalais vivant en France depuis très longtemps. Donc il y a des choses qui se passent. Ceci étant dit, il y a des pièces de théâtre.
Madame Alice Carré, qui est une autrice, a réalisé une pièce que l'on a vue, dans laquelle j'ai une nièce comédienne qui a joué, qui s'appelle Brazzaville, Ouida, Saint-Denis. Brazzaville, quartier général des forces libres. Ouida, départ des esclaves vers le Brésil. Saint-Denis, arrivée des immigrés en France. Dans lequel elle relate, il y a tout un épisode sur Tiaroy. Donc il y a des gens qui font des choses, il y a des Français qui font des choses, il y a des Africains qui font des choses. Voilà. Les historiens dont je parle, qui ont, à mon sens, le plus travaillé et plus avec un regard critique sur les archives, parce que les archives, elles sont écrites, elles sont gardées par ceux qui ont le pouvoir. En général, on dit par les vainqueurs. C'est pas le vaincu qui écrit. C'est rare qu'on... Voilà. J'étais hier, comme je vous le disais, avec Madame Maïté Diallo. Elle a des archives. Elle a tous les écrits de son père. Son père a écrit sur le massacre. Il a été président. Voilà. Il y a des archives de RFI où il a témoigné dans les années 90. Il a raconté tout ce qui s'est passé. Il y a énormément d'archives. J'aimerais beaucoup que les historiens du Sénégal aillent interroger, regardent tout ce qui a déjà été dit. Il y a beaucoup d'informations déjà dans les archives. Il y a peut-être encore des archives privées, des photos, des textes, des témoignages qu'il faut aller chercher aussi. Il n'y a pas que les archives de l'armée française, dont on sait qu'elles ont souvent certains documents. Quand on les analyse, on ne comprend pas leur cohérence, quoi. Certains documents ont été écrits pour justifier a posteriori le massacre. Voilà. Et à partir de ces commémorations, oui, l'après, qu'est-ce qui peut être fondamental dans cette après-commémoration? Il ne suffit pas simplement de commémorer, d'organiser des activités, des conférences, en parler, et puis après revenir s'arrêter là, et revenir à la situation antérieure. Si tu me permets, je souhaiterais insister sur un point en particulier, sur l'après, puisque ces derniers mois, on parle de plus en plus à la fois en France et au Sénégal du massacre de Tiaroy. Il y a quelques mois de cela, l'État français a reconnu 6 tirailleurs comme étant, entre guillemets, morts pour la France. Vous disiez tantôt que vous voulez tourner la page, et pour ce faire, il y a certains actes, effectivement, il faut faire toute la vérité. Il y a un point qui suscite des discussions à la fois éthiques, politiques, historiques, c'est la question des fosses communes et son corollaire de l'exhumation des corps. Est-ce que sur cette question-là, en plus de celle des archives qui n'auraient pas été dans leur intégralité livrées par les autorités françaises aux autorités sénégalaises, mises à la disposition des chercheurs, sur la question de l'exhumation des corps, est-ce que vous y êtes favorable et quelles sont vos réflexions là-dessus? Alors, comment ne pas être favorable à une démarche qui permettrait de corroborer ce qu'on sait déjà? Il n'y a eu ni 30, ni 70, mais beaucoup plus de personnes massacrées. On ne peut pas être contre. Le gouvernement sénégalais a dit clairement les choses, et le comité l'a dit aussi très clairement. Voilà, le Sénégal attend une coopération parce qu'il faut des moyens techniques importants. Monsieur Mamadou Diouf, qui est la personne qui préside le comité, a indiqué qu'il y avait des archéologues en Afrique et au Sénégal qui étaient capables de faire ça. Bien sûr qu'il faut, en même temps que de récupérer les listes des personnes massacrées, dont on n'a pas les actes de décès. L'armée française est une armée bien organisée. Elle gère ses documents, elle gère ses archives depuis plusieurs siècles, donc c'est évident qu'elle a ces documents quelque part. Il y aura donc ces documents, il y aura peut-être les corps, voire les médailles militaires des gens. On va pouvoir dire aux gens dans toute l'Afrique occidentale et leur permettre de clore le dossier éventuellement. Voilà, votre papa n'est pas mort sur quelques fronts, il est mort en Afrique, tué par l'armée française. C'est vrai que ça va être un choc, mais là aussi, il faut terminer avec ça. Donc, bien sûr, on ne peut pas être contre la question des archives. La question du nombre est une question clé, à mon avis, qui peut être assez facilement réglée. Et ça sera un indice. Pour moi, ce qu'a décidé le gouvernement sénégalais est un indice que ça bouge en Afrique. Quand on aura le nombre de gens réellement massacrés à
Tiarogne, ce sera un indice que ça bouge en France. Car la fable des 300 tirailleurs débarqués à Casablanca, c'est assez grossier. J'ai essayé de me mettre dans la peau d'un tirailleur de mon père. Il a été mobilisé à l'armée française en 1938, on est en 1944. Est-ce qu'il va s'arrêter à Casablanca ? Alors qu'à Tiarogne, ils réclament leurs sous tout au long du chemin. Qu'est-ce qu'ils vont faire à Casablanca ? Quel espoir de récupérer leur argent à Casablanca ? C'est une plaisanterie. De la même façon que c'est une plaisanterie de dire que ces gens qu'on a déshabillés avaient des armes. C'est encore une plaisanterie. Voilà. Donc ça, il faut liquider ce mensonge. Alors ça va être douloureux pour certains historiens que je ne citerai pas, qui ont corroboré. Alors je parle des historiens français que je connais, dont j'ai lu les thèses, qui ont pas cessé encore tout à fait récemment de parler de rébellion armée. Ça va être légèrement douloureux pour eux de reconnaître qu'ils n'ont pas fait le travail scientifique. Quoi. Voilà. Il y a un certain nombre de gens qui ont été assez paresseux, qui se sont contentés de répéter la thèse de l'armée française. C'est pas un travail scientifique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il y a là donc la question des archives, la question des fosses communes, le nombre, et puis... La question des soldes, de l'argent. De l'argent. Voilà. Et une autre question que j'aurais envie d'ajouter, c'est qui étaient ces juges militaires ? Les juges qui ont jugé mon père. Moi, dans une lecture peut-être rapide, j'ai trouvé qu'il y avait une drôle de similitude dans les noms de ces juges avec le nom des gens qui ont encadré les unités militaires qui entouraient le camp. Vous savez, il y en avait plusieurs. Il y avait les gendarmes à cheval, à pied, les tirailleurs de Saint-Louis et d'autres corps d'armée dont je n'ai pas en tête. Et il me semble bien, j'aimerais bien que des chercheurs, des étudiants en master, même pour un travail de master, ça peut être un objet, voilà, de comparer le nom de ces gens avec le nom des gens qui ont tiré dessus. Moi, je crains que ça ne soit le même. Que ce ne soit les mêmes. Voilà. Il y aurait un gros travail à faire sur les accusations et les défenses. Regardez comment on balaye d'un trait de main, comme on l'a fait en 2013 en cassation, tout ce que disent les tirailleurs, tout ce qu'ils disent, c'est balayé comme un mensonge. Par contre, tous les gens qu'on a commis pour accuser les tirailleurs, les 34 condamnés, alors ça, c'est pris sans aucune critique. Et j'aimerais bien aussi qu'on regarde ces documents d'accusation. Je n'ai trouvé aucun tirailleur accusé d'avoir tiré sur l'armée. C'est assez curieux pour impression rébellion armée. C'est une rébellion armée sans que personne ne tire ni ne soit accusé. Si vous regardez les faits, si vous regardez par exemple les 2 ans qu'a pris Doudou Diallo n'était pas sur le camp quand ça s'est passé. Il arrivait de Dakar. Il est dakarois. Il avait des permissions. Il a été arrêté sur la route entre Dakar et Tiarogne. On l'a maltraité. On l'a maintenu pendant 4 heures les mains sur la tête en plein soleil. Il indique dans un document des années 90 que depuis, il avait des céphalées depuis ces années-là. Manifestement, dans son discours, les gens étaient prêts à tirer sur lui, qui arrivait de Dakar. Voilà. Pourquoi ? Voilà. J'aimerais qu'on creuse ces sujets à partir des témoignages. C'est pas dans les archives de la France, ce genre de choses. Voilà. C'est pas parce qu'on va trouver des actes de décès en France ou ailleurs qu'on va avancer. Voilà. Par contre, comprendre comment se comportait la France coloniale de l'époque, et peut-être la mettre au regard du comportement des autorités par rapport aux immigrés, à ceux qui vivent en France, peut-être ce sera intéressant. Voilà une autre piste pour montrer qu'on n'est pas tout à fait sorti de cette colonisation, de ce regard de domination, qui fait tant de souffrance, qui provoque tant de colère et tant de violence. Alors il y a Florian. Oui, sur ce point-là, et puis ça c'est peut-être plus dans les histoires post-coloniales des pays, des États nouvellement indépendants en Afrique, mais par exemple, 17 ans après le massacre de Tiaroy, le 1er décembre 1963, là on est vraiment dans la politique nationale sénégalaise, il y a un nouveau massacre. Certains historiens parlent d'un second Tiaroy, avec au moins plusieurs dizaines. À nouveau, les chiffres officiels sont assez flous. Au moins plusieurs dizaines, certains parlent de plusieurs centaines en marge de manifestations post-électorales. Donc effectivement, toutes les questions que vous soulevez là sont extrêmement pertinentes. Et il y a sans doute une autre question sur la perpétuation aussi de cette violence d'État-là, d'abord dans un contexte colonial, qui se maintient dans un contexte post-colonial africain et qui s'abat aussi sur les descendants d'immigrés et de tirailleurs en France. Donc cette continuité historique-là, on est toujours en fait dans ce paradigme-là. Oui,
Et la question, alors ? La question, c'était plus, disons, sur... vous évoquiez les permanences, oui. Les permanences de cela. Et il me semble, ma question est celle-là, vous parliez de décolonisation oui. inachevée en Afrique, qui peut aussi se poser donc en France. Oui, oui. En France, mais aussi en Afrique, j'insiste. Je suis un métis et les choses unilatérales, ça fait pas partie de ma culture. J'ai dit qu'il fallait aussi décoloniser les esprits en Afrique et en Occident. Parce qu'effectivement, les politiques d'un certain nombre de gouvernements, je ne vais pas les citer, je veux pouvoir continuer à circuler en Afrique, sont des politiques qui ressemblent terriblement aux politiques coloniales. Voilà. La France et l'Europe ou l'Occident a soi-disant voulu exporter son modèle démocratique. Je connais des pays où quand les gens veulent des élections démocratiques, on leur tire dessus, encore aujourd'hui, dans notre période, quoi. Donc oui, il y a un certain nombre de gouvernements sénégalais, et ça sera de gouvernements africains, pardon, mais au Sénégal, ça sera aux historiens aussi de faire le travail là-dessus, de regarder comment leurs propres gouvernements se sont comportés par rapport aux Africains, par rapport à la démocratie, par rapport aux enjeux, par rapport à des enjeux aussi d'égalité, de fraternité, de répartition des richesses. Voilà. Donc ça, c'est les questions qui concernent les Sénégalais, les Africains, qui doivent aussi regarder là-dessus. Car je ne vois pas une grande différence, moi, entre les politiques africaines et les politiques occidentales. Voilà. Il y a des gens qui dominent, qui ont le pouvoir, qui ont la richesse, et il y a des gens pauvres. Et la pauvreté en Occident est en train d'augmenter d'une façon considérable. Donc il y a aussi des questions de ce genre qu'il faut se poser. Alors c'est pas de mon ressort, moi je suis un citoyen, voilà. Mais il faut aussi travailler là-dessus, car la pensée coloniale, la pensée de domination, elle n'appartient pas qu'aux colonisateurs. Et donc pour vous, ces commémorations et tout le travail qui a été fait avant et les perspectives que cela donne, c'est un point de départ important pour la manifestation de la vérité, mais pour aussi questionner toutes ces problématiques, décolonisation, immigration, démocratie, économie. Oui. Ouais. Je ne voudrais pas vexer ceux qui, depuis des années en Afrique ou en France, travaillent déjà là-dessus en disant que c'est un point de départ. Mais en tout cas, c'est peut-être une bifurcation, un moment important dans ce parcours qui va peut-être permettre d'accélérer les choses. Je sais que les scientifiques veulent du temps. Moi, j'aurais envie de leur dire, soyez aussi efficaces, quoi, parce que le matériel, il est là, quoi. Il faut se mettre au travail sérieusement. Et donc, oui, je pense que c'est un moment important. Je suis pas prophète. Je suis là. Et quand j'ai vu ce qui se passait, je me suis dit que je devais être là. Donc, j'ai l'invitation du gouvernement sénégalais, je le remercie. Moi, je vous dis, ça fait une vingtaine d'années que je me suis mis, à partir de l'émotion ressentie, je me suis mis en mouvement, à mon corps défendant. Voilà. Et personnellement, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Fatigué. Et je suis je suis heureux d'être là. Comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé dans les années 70 ici au Sénégal comme professeur d'école normale, et j'ai appris à apprécier le peuple sénégalais, tous les gens que j'ai rencontrés, et je retrouve cette même teranga. Oui, l'hospitalité. Cette humanité, je la retrouve vraiment avec grand plaisir. Je vais participer là aux différentes manifestations, je vais écouter. J'en saurai plus dans quelques jours, savoir si je dois continuer à espérer ou si... En 2015, j'étais à Tiarogue, il y avait des commémorations. C'était quand même le folklore. Excusez-moi, je voudrais pas vexer les gens qui ont organisé ça, mais c'était quand même beaucoup à la surface des choses, quoi. Voilà. Il y a des événements, il y a beaucoup de gens qui veulent être sur la photo. Là, j'espère qu'on va aller un peu plus en profondeur, dans les deux sens.
du côté de la France, de la politique coloniale, mais aussi du côté du comportement des dirigeants africains. Voilà. Peut-être qu'ici, avec une nouvelle génération au pouvoir, avec, vous avez salué tout à l'heure l'attitude des autorités sénégalaises. Absolument, donc, on peut espérer peut-être un autre traitement à cette histoire-là. Oui, et d'autres types de relations entre les deux pays, oui. Merci Yves Habibou d'avoir répondu à nos questions. Nous vous avons reçu et nous avons discuté avec vous avec grand plaisir sur ICAD-FM 94.7 en prélude au début des cérémonies de commémoration des 80 ans du massacre de Thiaroye. Merci d'avoir répondu à nos questions. Oui, merci à vous. Merci à Florian Bobin aussi d'avoir pensé à m'inviter. Moi, je suis disponible pour partager mon récit. Je pense que c'est important aussi qu'on interroge des personnes vivantes à côté des archives et dire ma posture aussi, qui est complexe, qui n'est absolument pas manichéenne. Je suis dans la complexité et comme je le dis, j'aimerais qu'on puisse libérer mon énergie pour que je puisse m'occuper des urgences qui sont notamment les urgences écologiques aujourd'hui, les urgences démocratiques dans mon pays et en France. Voilà. Merci, j'espère que votre message sera entendu et traité correctement. Merci beaucoup. Merci.